L'année 2024 s'annonce prometteuse pour l'armée malienne. Notre outil de défense vient d'être doté d'un nouveau lot de vecteurs aériens. Il s'agit des drones d'attaque du type TB2 de fabrication turque avec une capacité de vitesse estimée à près de 300 km/h. Des appareils acquis dans le cadre de la dynamique coopération entre le Mali et la Turquie. Début de la phase régionale des États généraux de l'éducation ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Les acteurs de l'école se concertent sur les 18 thématiques qui devront permettre de relever les défis du système éducatif. Les États généraux de l'éducation vont jeter les bases pour une refondation totale de l'école malienne. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. L'année 2024 s'annonce donc prometteuse pour l'armée malienne. Notre outil de défense vient d'être doté d'un nouveau lot de vecteurs aériens. Il s'agit des drones d'attaque du type TB2 de fabrication turque avec une capacité de vitesse estimée à près de 300 km/h pour une autonomie de plus de 20 heures de vol. La cérémonie de remise était présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Fousseini Tunkara. Un acte majeur en ce début d'année. Suprême des armées pour la remise solennelle des clés des aéronefs. Le président de la transition, chef suprême des armées, remet symboliquement les clés d'un nouveau lot de drones au chef d'état-major de l'armée de l'air. La remise a été suivie d'une visite guidée qui nous a permis de connaître les performances de cet appareil volant. D'abord, il est perçu comme le drone armé le plus efficace de sa catégorie. Ces drones d'attaque de type TBD de fabrication turque sont pourvus d'un système de reconnaissance, d'observation, de guidage et de frappe. Sa capacité de vitesse est estimée à près de 300 km/h, avec une autonomie de plus de 27 heures de vol. Aujourd'hui, notre outil de défense est doté de ces drones grâce à la vitalité des relations entre le Mali et la Turquie. Ça s'inscrit bien évidemment dans l'amitié et la fraternité entre nos peuples, la coopération qui s'avance peu à peu, ainsi que dans la matière de la défense. Ça, c'est une coopération particulière. Ce que nous cherchons, ce sont des relations, des coopérations beaucoup plus vastes, couvrant tous les secteurs de la vie professionnelle et civile. La coopération avec la Turquie, c'est une coopération qui est vraiment fructueuse depuis qu'on a commencé. On a vu qu'il y a beaucoup d'acquisitions qui ont été faites. D'autres appuis supplémentaires en termes de moyens aériens, en termes de moyens terrestres seront toujours les bienvenus et nous conforterons dans la mission que nous sommes en train d'exécuter. La hiérarchie militaire est confortée dans son choix de mettre en avant l'acquisition d'équipements de défense par les populations. Cette fascination du public est mise en évidence quotidiennement par la télévision nationale. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a cité un exemple. Hier soir, je regardais au journal de l'ORTM un reportage très intéressant sur l'impact des vecteurs aériens dans la guerre contre le terrorisme. Il montrait la perception qu'ont les Maliens de l'action des drones et leur rôle dans la montée en puissance des forces armées maliennes et la dynamique positive enclenchée depuis 3 ans. Le reportage m'a intéressé car au-delà de son aspect anodin, il m'a semblé révéler quelques aspects très importants sur l'utilisation opérationnelle de ces appareils. Aspects qui méritent quelques orientations de l'institution militaire à l'intention du grand public pour mettre en perspective les avancées extraordinaires effectuées dans tous les domaines. Les Maliens n'ont plus besoin de regarder CNN, puisque l'ORTM leur suffit. Dans son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants a d'abord rappelé les efforts déjà consentis dans la mise en œuvre du plan de remontée en puissance des FAMA. Monsieur le Président de la Transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et des équipements individuels, aux véhicules de combat terrestres, aux radars de surveillance de l'espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail.
à la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi et évaluation, et surtout en écoutant le peuple pour lequel nous nous battons, nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction. Cette avancée notoire sur le terrain n'empêche le ministre Sadio Camara, au nom des plus hautes autorités de la transition, de tendre la main aux égarés. Je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. L'alternative à la paix, c'est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix qu'ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts. Car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple. Le chef suprême des armées, le premier ministre, le président de l'organe législatif de la transition et les membres du gouvernement ont apprécié une manœuvre au sol du drone TBD avant de quitter le pavillon présidentiel de l'aéroport président Modibo Keïta, Sénou. Et cap sur la primature, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reçu ce jour en audience l'ambassadeur désigné de la République du Mali en Allemagne. En attendant de rejoindre son poste, le diplomate est venu recueillir les conseils et orientations du chef du gouvernement. Chérif Keïta est au micro de Alousseni Touré à sa sortie d'audience. Il vous souviendra qu'au cours du Conseil des ministres du 1er novembre 2023, le président de la transition, je devrais dire, chef de l'État, chef suprême des armées, a bien voulu m'accorder sa confiance, me gratifier de sa confiance, en m'élevant la dignité d'ambassadeur du Mali près la République d'Allemagne. Et dans le cadre de ma mise en route, il était quand même important pour moi de solliciter une audience auprès du Premier ministre de la transition, à l'effet de pouvoir bénéficier de ces sages conseils. On a discuté de beaucoup de choses. Tout d'abord, il m'a quand même félicité par rapport à la confiance placée en ma modeste personne. Ensuite, il m'a prodigué de sages conseils, justement quant à la tenue, justement le comportement que je devrais adopter par rapport justement à la mission. Et surtout quand on sait que le Mali vit aujourd'hui une phase importante de son existence, et le Mali croit oblige. Nous ouvrons à présent une large page consacrée aux États généraux de l'éducation. Début de la phase régionale ce jeudi, les acteurs se concertent au gouvernorat du district de Bamako sur les 18 thématiques qui devront permettre de relever les nombreux défis du système éducatif. Bref, ces États généraux de l'éducation vont jeter les bases pour une refondation totale de l'école malienne. Fadeba Keïta nous en dit davantage. Les groupes de réflexion constitués et pilotés par des experts facilitateurs vont échanger sur la soixantaine de questionnaires assortis de 18 thématiques minutieusement choisies par la commission d'organisation des 10 États généraux. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de travailler sur 18 thématiques. Les thématiques en rapport avec les grandes orientations de l'éducation, les thématiques sur le préscolaire, du fondamental jusqu'au supérieur. Alors tous les secteurs, n'est-ce pas, sont abordés. Et nous avons au total 65 questionnaires alors, qui vont être, n'est-ce pas, alors, exposés devant alors, le peuple élargi, et chacun va exprimer de façon autonome quelles sont effectivement en tout cas les aspirations, quels sont effectivement en tout cas ce qu'il faut pour pouvoir répondre le système éducatif malien. Une analyse judicieuse des thématiques s'impose pour que l'idéal que s'est fixé le gouvernement de la transition, à savoir la refondation totale de notre système éducatif, soit atteinte. Les présentes assises des États généraux de l'éducation visent essentiellement à définir des orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et les besoins de développement socio-économique du pays. Tous les secteurs sont à réétudier et à revaloriser. Adéquation, formation, emploi dans l'enseignement professionnel,
Quelle place accorder aux écoles privées dans le système éducatif malien? Revoir le système LMD au niveau de l'enseignement supérieur, les défis de financement, d'insuffisance en nombre de chercheurs et d'infrastructures, l'application stricte des textes et règlements, l'orientation progressive des filles vers les séries sciences biologiques expérimentales et exactes, entre autres. En somme, les conclusions, synthèses et recommandations des phases régionales restent impératives pour la réussite de la phase nationale des États généraux de l'éducation prévue à Bamako du 16 au 19 janvier 2024. Ouverture ce matin également dans les régions de Bandiagara, San, Sikasso, Koulikoro et Kaye des États généraux de l'éducation. Un cadre d'échange et de partage d'idées entre acteurs éducatifs. Les commentaires de Boukari Koulibaly. Diagnostiquer et trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur éducatif, c'est tout le sens des États généraux de l'éducation. À l'ouverture des travaux dans la cité des Rails, le chef de l'exécutif régional a rappelé les objectifs de ces assises sur l'éducation. Fortement recommandé par les assises nationales et instruit par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, les présidents des États généraux ont pour objectif principal de définir des orientations précises pour la refondation du système éducatif malien. Dans la région de Koulikoro, plus d'une centaine d'acteurs éducatifs venus des cercles de Kati, Kangaba et Kalabankoro prennent part à ces assises de 3 jours. Certes, des progrès ont été réalisés, notamment l'amélioration de l'accès à l'éducation, mais l'accroissement quantitatif s'est accompagné d'une dégradation de la qualité des apprentissages à tous les niveaux du système. L'organisation de ces États généraux sur l'éducation intervient dans un contexte de crise multidimensionnelle affectant tout particulièrement le système éducatif. Même son de cloche à Sikasso, où le conseiller au gouvernorat de la région Amadou Soumaré a rappelé l'importance des États généraux de l'éducation qui, outre la refondation du secteur éducatif, vise également à impulser une dynamique de cohérence avec les valeurs culturelles et les besoins de développement socio-économique du pays. Il est impératif que nos réflexions et recommandations soient ancrées dans notre riche patrimoine culturel. L'éducation doit être un instrument de préservation et de transmission de nos valeurs, de notre histoire et de notre identité. Aussi, elle doit être dynamique, s'adaptant aux réalités changeantes du monde moderne et répondant aux besoins du marché du travail pour favoriser un développement socio-économique durable. Le gouverneur de la région de San, quant à lui, a invité les acteurs éducatifs à une implication effective sur les thématiques de la rencontre. Vous aurez à établir un diagnostic clair et objectif des dysfonctionnements et du malaise persistant dans le système éducatif malien, collecter les contributions et les idées novatrices des différents acteurs, définir le profil de l'homme malien à former, déterminer les piliers de la refondation du système éducatif malien, proposer des solutions aux questions brûlantes de l'école malienne. Dans la région de Bandiagara, ils étaient également nombreux à répondre présents à l'ouverture des États généraux de l'éducation. Après avoir rappelé l'échec des différents systèmes éducatifs, le gouverneur a félicité ces cadres sur lesquels il fonde beaucoup d'espoir. Tout mon espoir est grand de vous voir débattre et enrichir les exposés présentés pour parvenir à des résultats pratiques et concrets permettant de sortir notre école de l'impasse. J'ose espérer que de vos débats sortiront des réflexions et analyses des propositions pertinentes et opérationnelles en vue d'édifier demain une école malienne crédible et efficace. Voyons à présent à Tombouctou, Kita, Nara, Mopti et Nyoro comment ont débuté les travaux de la phase régionale des États généraux de l'éducation. C'est avec Abdul Karim Kaba. Améliorer le niveau des élèves aussi que le système éducatif, les violences et les grèves des enseignants et des élèves sont autant de sujets débattus entre les différents acteurs de l'école à Kita. Pendant 3 jours, l'ensemble des acteurs et partenaires de l'éducation se rencontrent à la faveur des États généraux de l'éducation. Des difficultés que vit l'école malienne, des difficultés que vit l'enseignement au Mali. Nous avons fait l'invite aux uns et aux autres de toucher du doigt sans complaisance les différentes difficultés et aussi de proposer des solutions réalistes et réalisables. Dans la Venise malienne, diagnostiquer le système éducatif, détecter les mauvaises graines qui entravent le fonctionnement de l'école malienne, telle est la démarche préconisée. Parce qu'il existe un décalage certain entre le fonctionnement du système éducatif
et les impératifs de changement attendus que nous devons tous unanimement prendre fait et cause pour la défense de l'école malienne. Le besoin de changement s'appuie en grande partie sur les constats relatifs à la très faible qualité des produits. Même exercice à Tombouctou. En effet, dans la ville sainte, les participants réfléchissent sur les voies et moyens pour éradiquer les maux qui minent notre école. J'ose espérer que vous mesurez avec moi toute l'importance qu'accordent les autorités de la transition au rayonnement de l'école malienne, en établissant surtout un lien structurel entre le développement de l'éducation et le développement économique, politique, social et culturel du Mali. En Nara, 18 thématiques, notamment le financement de l'éducation et la moralisation de l'espace scolaire, sont débattues au cours de ces assises régionales des États généraux de l'éducation. La tenue des États généraux de l'éducation est une réponse aux recommandations des assises nationales que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en a fait une priorité. Les présidents États généraux sont alors une occasion qu'ils nous offrent pour consulter dans le passé glorieux du Mali, qui a porté son nom dans le monde éducatif international, produisant ainsi, comme le disait un pionnier français en la matière, j'ai nommé Jules Ferry, des têtes bien faites, en tenant compte de l'évolution contemporaine pour asseoir les bases du développement du Mali. À Nioro du Sahel, les questions brûlantes de l'école, notamment la baisse du niveau et l'état des classes, ont été évoquées à l'ouverture devant le gouverneur de la région. Je vous engage donc à un travail laborieux pour la réussite des présentes concertations qui serait un coup de pouce majeur pour le système éducatif malien et vous saurez relever ce défi au niveau de notre région. Après cette phase régionale, les acteurs du monde de l'éducation se retrouvent à Bamako pour la phase nationale. C'est là pour insuffler au système éducatif une nouvelle dynamique. Des réformes nécessaires répondant aux besoins de développement socio-économique et éducatif du Mali. Et pour refermer cette page consacrée aux États généraux de l'éducation, rendons-nous maintenant à Ségou, Kidal et Taoudeni pour suivre l'ouverture des travaux. Nos reporters sur place, Honoré Tchenou, Idrissa Djibrila Maïga et Cherfi Moulay Aïdara. Les acteurs et partenaires de l'éducation ainsi réunis à Ségou définissent les grandes orientations pour la refondation du système éducatif en cohérence avec des valeurs culturelles, des valeurs conformes aux besoins de développement socio-économique du pays. La tenue des assises des États généraux de l'éducation vise non pas à réformer le système éducatif actuel, mais à le repenser de manière globale et profonde, c'est-à-dire le refonder. Les participants à l'atelier régional des États généraux de l'éducation, les résultats attendus de vos travaux durant ces 3 jours devraient permettre, entre autres, de collecter votre contribution en formulant des idées novatrices sur la refondation de l'école malienne. C'est bien parti pour la phase régionale des États généraux de l'éducation. Depuis l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale en 1960, les gouvernements successifs ont fait de l'éducation une priorité majeure dans le but de réaliser le développement social et économique du pays. Les présents États généraux qui se tiennent dans un contexte de crise multidimensionnelle depuis 2012 ayant affecté le système éducatif en général et en particulier celui de notre région visent à définir les orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et en répondant aux besoins de développement socio-économique du pays. Les acteurs et partenaires de l'éducation de la région de Taoudeni ont lancé les États généraux de l'éducation en vue de trouver 2 solutions aux problèmes de l'école malienne. Cet exercice de portée nationale vise à doter l'éducation malienne de stratégies adaptées aux valeurs socio-culturelles. De façon spécifique, il s'agit d'établir un diagnostic clair et objectif du dysfonctionnement et du malaise persistant dans le système éducatif malien.
Sur un autre plan, à Bamako, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé ce jeudi la rencontre d'échange et de partage sur le bilan de la campagne agricole consolidée et harmonisée, volet production animale, halieutique et aquacole. Objectif procéder à un examen approfondi du bilan de l'exercice 2023 et faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Reportage Agibou Koulibaly et Gaussou Achtouré. Cette rencontre d'échange et de partage est un espace de réflexion sur les résultats obtenus dans les filières des productions végétales, animales, halieutiques et aquacoles en 2023 afin de mieux préparer la programmation de 2024, 2025 et 2026. Pour le sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Vous savez que c'est un sous-secteur très important qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc il était important que lors de ce premier conseil, que nous nous penchions sur les résultats atteints de 2023 et voir qu'est-ce que nous allons faire en 2024, 2025 et 2026 en rapport avec tous les acteurs. Occasion pour le ministre d'égrener les contraintes de 2023 et les perspectives. Les contraintes, c'est le manque effectivement de financement, le problème des ressources humaines, qui sont, nos cadres organiques sont à 20%, 22%. Donc il y a le problème d'encadrement, tout ça. Donc c'est des contraintes qui sont là, que nous sommes en train de voir comment les gérer. Les perspectives, c'est vraiment pour le volet élevage, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'intensification de la culture des herbes qui sont des herbes nutritives, l'herbe à éléphant ou le djenki grasse. C'est vraiment l'aménagement des espaces pastoraux dans notre pays. Nous avons déjà des espaces au niveau de l'Office du Niger qui sont à aménager. Nous cherchons le financement. Et puis, au niveau de l'intensification de l'insémination artificielle qui fait beaucoup de bonheur aujourd'hui parce que les vaches issues de ce principe d'insémination donnent 15 à 20 litres alors que celles qui sont des races locales donnent 3 ou 5 litres. Aujourd'hui, c'est un problème, c'est une innovation très importante. Le ministre a aussi rappelé le bon déroulement du lancement de la campagne de vaccination du cheptel national et de la 2e édition des Journées du Poisson. 7 milliards 300 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, pour l'année 2024. Ce budget est en légère hausse par rapport à l'exercice précédent, va permettre à la structure d'exécuter son plan de travail qui prévoit des travaux de construction ou de rénovation de pistes de certains aéroports du Mali. Ces révélations ont été faites à l'ouverture de la 34e session ordinaire de l'ANAC, Batraoré. Les activités programmées en 2023 ont été réalisées à souhait à l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est ainsi que le trafic aérien à l'aéroport international président Modibo Keïta a connu une augmentation d'environ 15%. De même, le trafic passager a enregistré une hausse dépassant 24% par rapport à 2022. S'agissant de l'exécution budgétaire en 2023, les émissions se chiffrent à 5 milliards 100 millions de francs CFA sur une prévision de 6 milliards 900 millions de francs CFA, ce qui donne un taux de réalisation de 73%. Le plan de travail de 2024 prévoit d'importants projets d'études et de travaux. Il y a d'abord la mise en œuvre du programme de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. Après, il y a la poursuite de la mise à jour et de l'adaptation des textes réglementaires. Le projet de budget 2024 de l'Agence nationale de l'aviation civile est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 7 milliards 340 millions 519 924 francs CFA contre 6 milliards 991 millions 331 676 francs CFA pour le budget 2023, soit une hausse de 5%. Concernant les dépenses, les charges de fonctionnement sont de 3 milliards
853 177 783 francs CFA, représentant une diminution de 3,14% par rapport au budget 2023, pendant que les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 487 342 141 francs CFA. Les travaux de construction des pistes des aéroports de Kita et de Bougouni, de même que la réhabilitation de la piste de l'aéroport d'Agdag de Caille, sont parmi les priorités de l'ANAC en 2024. Sécurité, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko était au poste de sécurité de Massina. Le colonel Youssouf Oumar Sissé est venu remonter le moral de ses troupes et s'enquérir de leurs conditions dans la poursuite de leur mission de sécurisation. Reportage Image d'Irpa avec la voix de Fousseni Samaki. C'est le poste de sécurité de Massina que le commandant secteur 5 de l'opération Maliko a choisi pour le passage au nouvel an. Ici, le colonel Youssouf Oumar Sissé s'est enquéri des conditions dans lesquelles ses troupes effectuent leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans les Massina. C'était aussi le moment pour nous de féliciter, d'encourager les hommes et de les exhorter à plus d'engagement pour ce peuple épris de justice, ce peuple épris de paix, qui ne demande qu'à être sécurisé pour mener à bien ses activités. Donc c'est pour cela que nous avons passé les messages d'encouragement, les messages d'engagement de notre hiérarchie. Le colonel Sissé a rappelé les conduites à tenir par rapport à la situation sécuritaire locale avant de partager un repas de corps avec les FAMA du détachement de Massina. Un message d'engagement et surtout maintenant c'est surtout aux populations d'être beaucoup plus coopératifs et de fournir à nos hommes les renseignements dont ils ont besoin pour participer activement à leur sécurisation. Aujourd'hui, nous sommes dans des zones de production qui nécessitent beaucoup de déploiement, qui demandent beaucoup de sécurité et nous osons espérer qu'ils seront davantage en collaboration pour que nous puissions mener à bien nos opérations. La visite aux autorités traditionnelles locales a mis fin à cette mission du commandant secteur 5 de l'opération Maliko à Massina. Et le gouverneur de la région de Nioro, le colonel-major Ali Anaji, vient de rendre visite à la maison d'arrêt de sa localité. Objectif, s'imprégner de l'état de détention des pensionnaires et s'enquérir de l'état des bâtiments récemment rénovés. Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette visite pour le gouverneur de la région de s'imprégner de l'état de vie des détenus de la maison d'arrêt et de donner des conseils aux pensionnaires. Ces travaux qui viennent d'être visités par l'exécutif régional ce matin, c'est-à-dire monsieur le gouverneur, me réjouissent. Dans un premier temps, il y a l'EMCI qui a été financé par Punid Prosmed et c'est cette entreprise qui s'est occupée de la partie administration, c'est-à-dire le bureau pour le régisseur, le poste de garde et puis le concertina sur le mur de clôture. Le deuxième partenaire qui a financé les travaux de rénovation proprement dit a été le PAGIM 2. C'est l'entreprise Nord-Sud Construction. Le chef de l'exécutif régional a profité pour s'entretenir avec les surveillants des prisons dans le souci de recenser les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les bâtiments ont été rénovés, les cellules ont été aménagées, ils ont été améliorés et les conditions de sécurité de détention ont été améliorées. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que cette maison d'arrêt répond aux critères demandés pour une maison d'arrêt et qui répond aux droits de l'homme. J'ai également vu que l'alimentation est nettement améliorée. Le partenariat entre International Rescue Committee, IRC, et les différents services techniques de la région de Nara est désormais scellé. Ces deux entités entendent mutualiser leurs efforts pour mieux répondre aux attentes de la population. Le protocole d'entente qui vient d'être signé va toucher plusieurs domaines d'activité, dont l'agriculture et l'élevage. Reportage Idrissa Keita. Cette signature de protocole d'entente vise à officialiser le cadre de collaboration entre International Rescue Committee, IRC, à travers ses différents projets et les services techniques de l'État dans la région de Nara. Ce protocole d'entente permet de faciliter la réalisation de plusieurs projets de développement
au profit de cette direction régionale. Les actions que nous mènerons ensemble pourront se décliner sous formes variées telles que les activités en lien avec l'agriculture, l'élevage, le développement social, la santé, les formations d'apprentissage et les sensibilisations sur les bonnes pratiques parentales. Cette initiative rime avec la vision des autorités régionales et celle de l'IRC, mettant le développement au cœur de leurs priorités. Cette cérémonie marque encore une fois de plus la volonté inébranlable de l'IRC à accompagner les autorités administratives et politiques de la région au combat contre la pauvreté pour un développement humain durable, véritable, inscrit dans le plan quinquennal d'investissement et de développement 2022-2026 de la région de Nara. Ce protocole d'entente concerne les directions régionales de l'agriculture, du développement social et de l'économie solidaire, de l'hydraulique, des productions et des industries animales, des services vétérinaires, des districts sanitaires et le centre d'apprentissage féminin de Nara, Café. Les acteurs de la santé et leurs partenaires sont à Ségou pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités au titre de l'année 2023. Ils réfléchissent aussi sur les stratégies à mettre en place pour relever les défis. Et parmi ces défis figure en bonne place le renforcement du plateau technique, la couverture vaccinale des enfants et des femmes enceintes. Ramata Konaté et Issaba. La Direction générale de la santé et ses démembrements régionaux évaluent les activités menées en 2023 à travers le pays. Un espace de réflexion bénéfique selon les organisateurs à plus d'un titre. L'organisation des rencontres périodiques permet d'une part de discuter sur les performances, les imperfections de notre système de santé à tous les niveaux de la pyramide, de partager aussi les différentes expériences ou les bonnes pratiques qui ont servi à la résolution des différents problèmes prioritaires rencontrés, et d'autre part, de transmettre aussi les différentes orientations stratégiques du département. Surtout, ça va nous permettre aussi d'envisager, nous venons juste de terminer avec l'écriture de TB-VIH. Le PALU aussi va commencer bientôt. Donc, c'est pour que nous soyons tous prêts vraiment à accueillir cette nouvelle subvention. Cette rencontre de coordination qui dure 3 jours permet aussi de passer au peigne fin les défis à relever et les stratégies pour surmonter ces obstacles. Il s'agit aussi pour nous d'aller dans le sens du renforcement du plateau technique. Le défi de renforcement des moyens logistiques compte tenu aujourd'hui de la rareté des ressources et des difficultés que le pays traverse depuis plus d'une décennie, le défi de la couverture vaccinale des enfants et des femmes enceintes. Ségou abrite cette rencontre de coordination entre la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique et les directions régionales, des travaux délocalisés pour la première fois. Dans la même veine, l'Office national de la santé, de la reproduction et l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel sont à pied d'œuvre pour développer une plateforme numérique intégrée télémédecine. Les acteurs impliqués à la mise en œuvre de la dite plateforme dénommée Bangé Damou sont réunis à la faveur d'un atelier de restitution. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Mariam Koulibaly. Sauver des vies à travers l'éthique, c'est l'objectif recherché à travers la mise en place de la plateforme numérique intégrée télémédecine Bangé Damou. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'ONASR et l'AGEFO. L'Office national de la reproduction et l'AGEFO, en communion d'esprit, d'engagement, se sont mis ensemble pour la création de la plateforme numérique de formation des matrones, des sages-femmes, pour qu'enfin, qu'on puisse avoir vraiment des agents bien qualifiés pour faire face au décès maternel. Nous en sommes fiers parce que autant nous donnons les réseaux pour les personnes de communiquer, autant on ne pouvait pas s'imaginer qu'on peut aider aujourd'hui un département comme celui de la santé à faire en sorte qu'on puisse sauver des vies. Si le fonds public arrive à sauver des vies grâce aux technologies de l'information et de la communication,
Je pense que c'est le meilleur bénéfice et la plus grande fierté que l'AGEFO pourra en tirer. Un partenariat qui doit contribuer, sans nul doute, à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile qui s'élève respectivement à 325 et 33 décès pour 1000 naissances selon l'enquête démographique de santé au Mali. Cette tragédie de décès maternel contraste avec le fait que la plupart des causes peuvent être prévenues avec un meilleur suivi de la femme enceinte, d'un accouchement mieux assisté et d'une meilleure orientation prise en charge des urgences obstétricales. La plateforme Bangé Damou demeure ainsi une solution idoine pour freiner le décès maternel, néonatal et infanto-juvénile. Et une bonne nouvelle, suite à un accord trouvé avec la Direction générale de l'Institut national de la santé publique, les syndicats de l'INPS viennent de suspendre leur mot d'ordre de grève, une suspension qui prend effet à partir de 0 heure. En conséquence, ils invitent leurs camarades à reprendre le travail ce jeudi 4 janvier à partir de 7h30. Écoutons le secrétaire général du syndicat, Moussa Sali Sidibé. Il est au micro de Mohamed Namakita. Ce mercredi 3 janvier 2024, à l'issue d'une rencontre entre la direction et les différents comités syndicaux de l'INSP, un accord a été obtenu sur 2 points de revendication. Les autres points de revendication feront l'objet de rencontres entre la direction et les comités syndicaux. À cet effet, le mot d'ordre de grève est suspendu à partir de 0 heure. Aujourd'hui, nous demandons aux camarades travailleurs de reprendre le service le jeudi 4 janvier 2024 à partir de 7h30. Nous remercions de près et de loin tous ceux qui ont contribué à l'apaisement de ce climat social. Signé à Bamako le 3 janvier 2024 par les secrétaires généraux des comités syndicaux de l'Institut national de santé publique, par Moussa Salif Sidibé, secrétaire général du comité syndical de la santé de l'INSP à l'hippodrome, par Dr Abdoulaye Oulegem, secrétaire général du comité syndical du SUNESUP de l'INSP à l'hippodrome, et M. Mahamadoun Bantassi Touré, secrétaire général du comité syndical de l'AMSA. Vous l'avez corrigé, il s'agissait bien du syndicat de l'INSP. Issa Touré est celui qui doit désormais conduire la destinée du syndicat national de la production. Il est élu à la faveur du 14e congrès ordinaire de l'organisation pour un mandat de 5 ans. Le tout nouveau secrétaire général du SINAPRO place son mandat sous le signe du rassemblement. Mariam Koulibaly. C'est Issa Touré de l'Office du Niger qui assure désormais le poste de secrétaire général du syndicat national de la production. Il est élu à la faveur du 14e congrès ordinaire du SINAPRO pour un mandat de 5 ans. D'abord, la cohésion sociale entre l'ensemble des travailleurs du monde rural. Ça, c'est vraiment un facteur qui me tient énormément à cœur. Le deuxième facteur, je me suis engagé à m'inscrire du moins que la souveraineté alimentaire, vraiment gage d'un développement durable et de stabilité sociale dans ce pays. La rencontre est placée sous le thème « La souveraineté alimentaire, gage d'un développement durable et de la stabilité sociale au Mali ». Qui serions-nous aujourd'hui sans les travailleuses et travailleurs de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts, de la pêche qui, bravant la dureté des conditions des campagnes, ont accepté d'y séjourner, qu'ils soient agronomes, techniciens, animaliers, vétérinaires, etc. C'est ainsi que je vous exhorte à plus de persévérance, d'abnégation et de discipline au travail pour placer le Mali au panthéon de tête de la production céréalière, sucrière, animale dans le monde. La représentante du ministre a enfin invité le nouveau bureau au respect du pacte social signé avec le gouvernement du Mali.
Pour présenter les résultats du 5e recensement général de la population, la Direction générale de l'Institut national de la statistique a organisé une conférence de presse. Il ressort de ce 5e recensement que les hommes sont à 50,3% contre 49,7% des femmes. Reportage Youssouf Diakité. L'Institut national de la statistique rencontre les hommes des médias. C'est pour présenter les résultats du 5e recensement général de la population qu'il estime à environ 23 millions d'habitants. L'objectif du dit recensement, c'est de contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale et économique du pays. Il s'agit de mieux prendre en compte les variables démographiques dans les programmes et stratégies de développement, mais surtout de fournir des données socio-démographiques fiables et actualisées. Les résultats du recensement de la population nous apprennent que la population malienne est estimée à un peu plus de 22 millions d'habitants en 2022, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,3% et un âge moyen de la population de 21,4 ans, ce qui dénote de l'extrême jeunesse de la population malienne. Des résultats du RGPA 5, et parmi ces résultats, effectivement, il est sorti qu'il y a une légère prédominance de l'effectif des hommes par rapport à celui des femmes. Les hommes sont à 50,3. Donc, en fait, le solde, c'est les femmes qui sont à 49,7. Quand tu fais la somme des deux, tu as 100%. Il s'agit enfin de créer un cadre d'échange entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques, tels que les médias, les organisations de la société civile, pour une meilleure compréhension et diffusion des données statistiques fiables. Les responsables de l'Alliance du 22 septembre Faso Diokan ont organisé un point de presse. Faso Diokan est un mouvement politique et électoral qui soutient les actions de la transition. Reportage Youssouf Diakité. Le respect de la souveraineté du Mali, la défense de son intégrité territoriale ainsi que l'unité nationale, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions de gouvernance, voici les principales valeurs au centre du combat mené par l'Alliance du 22 septembre Faso Diokan. L'objectif du présent point de presse, c'est donc d'informer l'opinion nationale des orientations de l'Alliance. Seul un vaste regroupement de forces patriotiques, démocratiques et progressistes, comme l'Alliance du 22 septembre Faso Diokan, peut assurer la consolidation des acquis de la transition et ouvrir de nouvelles perspectives sur le plan économique, politique, social et culturel. Le respect de l'état de droit et des libertés publiques. L'égalité des chances pour tous. La construction d'une économie moderne et compétitive. Il s'agit en définitive de mutualiser les efforts en vue d'élaborer un plan national de relance économique. Et enfin, sport, football. Les Aigles du Mali sont en pleine préparation pour la CAN en Côte d'Ivoire. Les 27 joueurs retenus par le sélectionneur Éric Sékouchel, concentrés, multiplient les séances d'entraînement à Kabala. Un match de préparation Mali-Guinée-Bissau est programmé ce samedi au stade du 26 mars. Siragatou Sissé. Après la liste des 27 aigles du Mali choisis pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur Éric Sékouchel est focalisé sur la dernière ligne droite de la préparation au plan local. Il y a une planification physique, technique et tactique qui a été mise en place. Voilà, depuis qu'on a repris, on a 2 entraînements par jour. Voilà, le matin qui est axé un peu plus sur le physique et le soir sur du jeu. Ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard ont eu des tests physiques à faire. Et c'était une séance, on va dire, un petit peu plus tactique, un petit peu plus qui nécessite moins d'efforts. Les Aigles du Mali disputeront un ultime match de préparation ce samedi à 19h au stade du 26 mars face aux Yurtus de la Guinée-Bissau. Sur certains secteurs de jeu, on va pouvoir mettre en place ce qu'on a travaillé, et puis sur d'autres. Les 27 aigles au complet, 16 anciens et 11 nouveaux vont apprendre à vivre ensemble, à se côtoyer, à créer une complicité et former une famille pour faire rêver le peuple malien. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au revoir.